Alors donc, moi je vais intervenir sur la notion du traumatisme, des séquelles à moyen et plus long terme qui interviennent dans la vie d'enfants abusés, victimes de maltraitance et donc des répercussions à l'âge adulte. Alors le traumatisme, c'est une notion qui veut à la fois dire beaucoup et rien. À la fois, elle est très complexe et très floue. Un même événement qui va être vécu comme traumatique pour une personne ne sera pas vécu de la même, n'aura pas les mêmes répercussions selon le moment de vie où va intervenir la personne qui va le subir, un contexte de vie plus ou moins fragile, tout un tas de variables qui rendent effectivement aussi le diagnostic compliqué. Donc pour le définir simplement et dans ses grandes lignes, le traumatisme, c'est une pathologie réactionnelle, c'est-à-dire qu'il intervient dans l'après-coup. On peut le constater notamment dans les cas d'abus sur enfant. L'enfant ne va parfois pas réaliser ce qui est en train de lui arriver. C'est souvent au moment de la puberté ou lorsqu'un autre événement anodin, parfois à l'âge adulte, va arriver, que l'événement antérieur va prendre sens. Et que le traumatisme va réellement s'installer. Actuellement, on parle plutôt de PTSD, c'est le terme en vogue, donc Post-Traumatic Syndrome Disorder. Vous excuserez l'accent. Dans les cas d'agression sexuelle, la prévalence et les chances de développer ce syndrome sont de 80%. Pour en parler rapidement, donc le PTSD, c'est un événement violent, menaçant, qui doit être vécu dans la peur, l'impuissance, l'horreur, avec des symptômes de réminiscence, ça j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, d'évitement de situation et de souffrance significative avec un comportement social et affectif altéré. La gravité et les modalités de ce syndrome vont se décliner, encore une fois, selon les antécédents personnels, psychiatriques et l'entourage de l'individu. Ce qui est important et ce sur quoi je souhaiterais insister dans le traumatisme, c'est l'idée de rupture. Une rupture au niveau du temps, avec une fracture dans l'histoire. Il y a un avant, il y a un après, il y a parfois une date anniversaire de l'événement, avec un espace intérieur qui est complètement brisé, mutilé. Le sujet est plongé dans l'ici, dans le maintenant, au moment de l'événement traumatique. Il y a l'idée, plus rien ne sera jamais comme avant. Je ne me reconnais plus, je ne suis plus moi-même. Il y a l'idée d'irreprésentable, d'inconcevable, de quelque chose qui vient effracter, qui vient submerger l'individu, qui n'a pas de sens. Avec l'idée, encore une fois, qui avait été évoquée tout à l'heure, de transgression. Le traumatisme, c'est à la fois une blessure béante et ouverte, et à la fois immédiatement refermée. Le sujet est marqué à jamais dans son corps et dans son esprit. Il y a 3 types de pertes qui sont vécues dans le traumatisme. Tout être humain a ce besoin de se sentir de manière illusoire, mais a ce besoin de se sentir invulnérable. Un enfant, un ado, un adulte a cette nécessité de se dire on ne pourrait pas vivre si on se sentait vulnérable tout le temps. C'est quelque chose qui est remis en question dans le traumatisme. Il y a l'effondrement dans la croyance d'un environnement extérieur physique sécurisant. Maman, papa va me protéger, il ne peut rien m'arriver. L'environnement qui est censé me protéger, en fait, se transforme en externe potentiellement, quelque chose qui peut potentiellement attaquer. Et puis enfin, il y a la chute de la conviction que l'homme est bon. Et on ne peut pas évoluer, on ne peut pas interagir et construire une vie future en se disant que l'autre qui est censé être bon avec moi peut éventuellement me sauter à la gorge. Et celui sur lequel on peut compter ne doit pas devenir celui qui va agresser. Donc chez les personnes traumatisées vont se conjuguer l'idée de « je suis vulnérable, l'environnement ne peut plus me protéger et l'autre est mauvais ». Il y a
il y a une notion de culpabilité qui est très forte et je voudrais insister dessus parce que la culpabilité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas foncièrement mauvaise dans le cas du traumatisme. Elle peut être même, entre gros guillemets, thérapeutique. L'individu à qui il arrive un événement traumatique ne peut pas mettre de mots, de sens. Les individus traumatisés le sont d'ailleurs entre autres parce qu'il n'y a rien à en dire en fait. Et la culpabilité permet de dire au sujet, si je me sens coupable, c'est que je reste un sujet. Il y a une part de moi qui veut, qui doit réagir et qui me permet de faire face. Elle intervient selon des modalités différentes, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment l'idée, est-ce qu'on peut parler de profil d'enfant abusé? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi? Pourquoi parfois ça m'est arrivé 2, 3, 4 fois de suite? Pourquoi est-ce que ça arrive à mes enfants? Et l'idée aussi de la peur qu'on retrouve chez beaucoup d'enfants abusés qui ont grandi, c'est l'angoisse que ça arrive à leurs propres enfants. Tout ça se comprend dans l'idée de l'angoisse de répétition qu'on trouve, dans le trauma. Beaucoup de choses ont déjà été évoquées tout à l'heure, donc je réajuste au fur et à mesure. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure par je ne sais plus qui. Le mot n'a pas été lancé, mais l'idée, peut-il exister des profils d'enfants abusés, maltraités? Pourquoi est-ce que ça arrive à certains et pas à d'autres? Il y a effectivement des choses assez compliquées. En général, il y a des enfants effectivement qui vont être plus vulnérables que d'autres et qui vont être entre guillemets choisis pour ça. Ça va être des enfants qui peuvent être, je ne sais pas comment ça s'appelle actuellement, le syndrome d'adaptation de l'enfant. C'est-à-dire quand il arrive un événement de maltraitance, pas forcément des sévices sexuels ou ne serait-ce qu'un climat peut-être incestueux ou un climat maltraitant, l'enfant, s'il ne parle pas tout de suite, si tout de suite il ne comprend pas qu'il se passe quelque chose au sein de sa famille qui n'est pas de l'ordre de la normalité, va avoir tendance à se taire. Il va apprendre à vivre avec ce mode de relation. Sur Internet, que je vois que des forces qui se situent, selon moi, à l'extrême droite, jouent les chevaliers blancs, ça me met mal à l'aise parce que c'est trompeur. Vous voyez, quand on nie la réalité dans sa complexité, eh bien, on arrive à des choses caricaturales. Et moi, je me souviens de Queignet, de la petite, de Gay France. C'était dans les années 70. C'était des gens d'extrême droite qui prônaient la révolution pédophile et qui passaient à l'acte. Donc vous voyez, il ne faut pas se faire d'illusions sur le rôle des journalistes dans ces affaires-là. Le nombre de fois où j'ai reçu des parents protecteurs, souvent des mères, parfois des pères, des parents protecteurs qui venaient me voir comme si j'étais Zorro. Le journaliste, il va faire un article et puis, hop, oui. Sauf qu'un journaliste, il écrit dans une société donnée. Et le gros problème, et ça, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, la société française est une société ambiguë sur ces questions-là. Donc il ne faut pas s'étonner si les médias sont très ambigus, si la justice est ambiguë, etc. De plus, j'attire votre attention sur un problème sur lequel je réfléchis beaucoup. J'ai pas la réponse, mais je pose ce problème quand même. Chez toutes les victimes, quasiment toutes les victimes, il y a une attente de réparation par la justice. J'ai été victime, j'ai besoin que la justice reconnaisse que j'ai été victime pour me reconstruire. Et là, moi, je m'interroge sur le fait que cette démarche peut être contre-productive. Pourquoi ?
La pédocriminalité, c'est une criminalité invisible. Au moment où l'on parle, probablement, il y a des enfants qui se font violer, peut-être à côté, peut-être au loin, etc. On n'en sait rien. Ça n'est pas visible. Or, la justice, elle est construite sur la criminalité visible. Si vous cassez une vitre sur un parking pour voler un autoradio dans une voiture, ça c'est visible. Et donc là, il va y avoir, on peut l'espérer, une intervention de la police. Maintenant, si votre voisin fraude le fisc, c'est invisible, on s'en fout. Cette question de visibilité ou d'invisibilité, c'est important à savoir. Et notamment dans la pédocriminalité, à quel moment est-ce qu'il va y avoir visibilité de l'affaire? C'est au moment où il va y avoir dépôt de plainte. Et là, si on s'imagine que le rôle de la justice, c'est de rechercher la vérité, évidemment, ce que je vais dire va choquer. Mais ce n'est pas ça le rôle de la justice dans une société, quelle qu'elle soit. Le rôle de la justice, c'est de réparer les troubles à l'ordre public. Il y a un crime visible, un cadavre. Ça trouble l'ordre public. Donc, il faut qu'on trouve un coupable, si possible bon, mais à la limite, bon. Il y a un jugement, il y a une réparation. Et là, le juge a joué son rôle qui est de réparer le trouble à l'ordre public. Mais dans ces affaires invisibles de pédocriminalité, à quel moment est-ce que l'affaire va faire scandale? C'est au moment où il va y avoir l'acceptation de la plainte, c'est-à-dire à partir du moment où un magistrat va mettre en examen telle personne, etc. C'est-à-dire que là, c'est le magistrat qui se trouve être à l'origine du scandale, du trouble à l'ordre public. Et ça, c'est contraire à toute l'éducation, à toute la formation des magistrats. Donc c'est compliqué pour lui. Et un juge, même s'il n'a pas de complaisance vis-à-vis des violences sexuelles sur les enfants, il va être réticent, il va être méfiant, d'abord parce que, pas d'abord, mais aussi parce que ce sont des affaires, on sait d'où on part, on ne sait pas où on arrive. Hein. Donc, il y a ça. Comment fonctionne la justice? Elle fonctionne, et c'est bien, sur la présomption d'innocence. C'est-à-dire, si vous êtes accusé de quelque chose, tant qu'on n'aura pas prouvé que vous êtes coupable, vous êtes considéré comme présumé innocent. Il n'y a qu'une exception, c'est les journalistes. Hein. Quand on écrit, on est présumé coupable, et c'est nous qui devons apporter la preuve que ce qu'on écrit est vrai. C'est le contraire. Voilà, il y a une inversion de la charge de la preuve pour les journalistes. D'où le fait qu'un journaliste qui fait son travail correctement doit être prudent, sinon il est attaqué, il perd, et ensuite ça se retourne contre les personnes que le journaliste a peut-être défendues. Donc, il va y avoir cette... dans un certain nombre de cas, très peu, finalement statistiquement, mais la justice va ouvrir une information, il va y avoir une enquête et peut-être un procès. Mais la justice fonctionne sur la présomption d'innocence. Et dans le cas de ces criminalités invisibles, le juge, le tribunal, il se retrouve dans quelle situation? Il y a quelqu'un qui accuse, il y a quelqu'un qui dit c'est pas vrai. Parole contre parole. Parole contre parole. Et il y a la présomption d'innocence. Et la présomption d'innocence va jouer en faveur de la personne qui est accusée, si on ne peut pas apporter la preuve. C'est-à-dire que dans beaucoup d'affaires de pédocriminalité, enfin, parmi les rares affaires qui arrivent devant la justice, très souvent, le résultat de la procédure est d'autant plus traumatique que la victime de violences sexuelles comptait sur la justice pour se réparer et que la justice va dire « je suis désolé, non-lieu, il n'y a pas lieu à poursuivre parce que faute de preuves » ou alors acquittement au bénéfice du doute. Moi, je bute là-dessus. Est-ce que la justice étant ce qu'elle est, fonctionnant de cette façon, est-ce que ce n'est pas
dangereux et contre-productif de miser sur un procès pour obtenir de la justice un statut de victime. Peut-être qu'il faut inventer autre chose. Peut-être qu'il faut inventer autre chose, mais c'est pas vrai. Oui. Non, vous savez, moi, la justice populaire, je m'en méfie énormément. Je me méfie de toutes les justices. Hein, toutes les justices. Non, je ne sais pas. Il faut peut-être qu'il y ait quelque chose des représentants de la société, des adultes de la société qui puissent accueillir la parole de l'enfant. Actuellement, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, vraiment, je m'interroge sur là-dessus. Mais attendre de la justice, et à plus forte raison d'un journaliste qu'il prenne fait et cause pour votre dossier, c'est très compliqué parce qu'il y a cette inversion de la charge de la preuve. Moi, je suis prêt, je pense l'avoir prouvé, à écrire tout, à condition d'avoir les preuves. Sinon, bah oui, bah ok, je peux écrire, je serai poursuivi en justice et je perdrai. Et ensuite, on utilisera ma condamnation pour dire, vous voyez, il écrit n'importe quoi, etc. J'ai travaillé sur quelques ministres de plusieurs gouvernements, de plusieurs couleurs différentes. Pas de preuves, j'écris pas. Voilà. C'est la règle, c'est la règle du jeu. Alors voilà. Elle est la même dans la justice, hein, si je peux me permettre. Pardon ? Elle est la même dans la justice, hein, si je peux me permettre. La même, pardon, la même quoi ? L'obligation d'apporter la preuve de ce qu'on dit, hein. C'est la même chose quand on va devant n'importe quel tribunal et n'importe quelle juridiction. Je dirais même a fortiori, quand on veut porter plainte devant un procureur, un instruction, on est obligé à minima d'apporter un commencement de preuve de ce qu'on apporte. Oui, oui, mais bien sûr, c'est l'idéal. Effectivement, c'est véritablement l'idéal, à mon point de vue. Voilà, enfin. Présomption de culpabilité, parmi les mamans à qui les enfants ont été enlevés, c'est une présomption de culpabilité contre elles. Et par exemple, pour moi, dans l'affaire Amédisa, je suis présumé avoir fait une déposition calomnieuse, alors que je n'ai même pas fait de déposition. Je le dis au juge, ça lui est égal. Je le dis au juge d'instruction, je lui demande, mais où est-ce que j'ai fait une dénonciation calomnieuse? Ah ben je ne sais pas. Et je suis condamné pour dénonciation calomnieuse. Donc c'est une présomption contre moi de culpabilité. Alors que je n'ai rien fait que de répéter, enregistrer et filmer la parole des enfants. Et là, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que le magistrat, d'accord, les députés qu'on a remués pour faire une instruction criminelle sur l'affaire Amédisa n'ont pas bougé. Tous les ministres prévenus avec le détail, avec lettre recommandée, avec les réceptions qu'ils ont reçues, n'ont pas bougé. À partir du moment où vous avez une volonté, un intérêt, cette volonté c'est un intérêt, une obligation d'interdépendance entre magistrats et députés, effectivement les affaires ne peuvent pas sortir. Lorsque vous avez dit tout à l'heure que le rôle de la justice est de réparer le trouble à l'ordre public, je ne suis pas d'accord. Le rôle de la justice, c'est d'appliquer la loi. Et dans les cas présents, dans toutes ces familles que vous avez devant vous, la loi n'est pas appliquée. Voilà. Je me permets juste, en tant que présidente de l'association Touche pas à mon enfance, quand même de vous dire que nous-mêmes, nous avons écrit une lettre au président de la République au sujet de votre affaire. J'ai moi-même personnellement, et avec mon bureau, comme vous le savez, on travaille avec des avocats, des psychologues, visionné les vidéos de vos petits-enfants. J'ai ma position là-dessus. J'ai écrit moi-même au président à ce jour, nous n'avons aucune réponse. Là, c'est normal, il ne peut pas. On n'a pas eu de réponse, Fanny. Non, on n'a eu aucune réponse à... Il ne peut pas, il faut se rendre compte qu'il ne peut pas. Il y a des bonnes raisons pour qu'il ne puisse pas, c'est le système de gouvernement qui l'oblige à se taire. Sarkozy avant lui, il ne faut pas câbler Hollande, Sarkozy avant lui. Bien sûr, c'est les mêmes. Il n'y a eu que 2 meurtres dans l'affaire Amédisa, il n'a rien dit, il a dit à une de ses amies, je ne peux rien faire, sortez de là, c'est pourri, et il y en a eu 15 de plus, les meurtres. Je suis prêt, bien sûr, à répondre à toutes vos questions. Oui, une question. L'enfant est un pervers polymorphe, là? C'est... Oui, c'est Freud qui... Alors, ou du moins, c'est... Non, mais d'après ton avis, à toi. À mon avis, moi, je suis journaliste. Hein. J'ai pas la prétention d'être psy, etc. Ce que je constate, c'est que, y compris parmi les psys, cette idée freudienne est largement contestée.
Personnellement, je ne me souviens pas avoir désiré coucher avec ma mère. Voilà. Mais donc, je n'entre pas dans cette... enfin, je ne suis pas spécialiste. Là-dessus, je voudrais... je me lève peut-être vous entendez. Là-dessus, je voudrais Prends le rebondir. micro, là. Il y a celui-là, vous m'excuserez, monsieur Serge. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Serge. Je voulais vous dire qu'il y a des travaux qui ont été faits sur Sigmund Freud. Je vous renvoie notamment à la lecture d'un livre qui s'appelle Sigmund, fils de Jacob. Doucement et plus près. Pardon. Et je voulais vous dire que Sigmund Freud, à un moment de sa vie, il a écrit des lettres à quelqu'un qui s'appelait Wilhelm Fliess. Et dans ces lettres, il dit « Mon père était un de ces pervers polymorphes. » Et il explique que son père imposait des fellations à ses frères et sœurs. Comment Il explique que son père, donc le père de Sigmund, pardon, qui s'appelait Jacob Freud, imposait des fellations à ses enfants. Donc il y avait de l'inceste dans la famille de Freud. Et à un moment de sa vie, Freud l'a dénoncé, et puis Freud s'est rétracté, il a fait ce fameux rêve, vous savez, il y a un panneau, il est écrit « On est prié de fermer les yeux ». Il faut pas que quand on aime les enfants, on les respecte. Bien, écoutez, je suis désolé, mais j'avais annoncé à l'avance qu'à 19h, je devais partir, donc je vais partir. Oui, merci, Serge. Je crois que s'il y a un enseignement à tirer de la soirée, enfin de la réunion que nous avons eue, c'est d'abord que, en général, il vaut mieux, pour une réunion, n'avoir qu'un aspect à débattre, parce qu'il y a ici des gens qui ont des compétences complémentaires, qui ont beaucoup de choses à dire, il y aurait beaucoup de questions à leur poser, et en 2 heures, c'est mission impossible. J'ajoute que ces réunions ne peuvent pas, et il faut le comprendre, ne peuvent pas être le lieu où on apporte son dossier personnel. On essaye de comprendre le phénomène pédocriminel, pour ma part, parce qu'on ne combat que ce que l'on connaît. Or, on connaît très mal le phénomène pédocriminel. Voilà. Donc, je suis une fois de plus désolé. Maintenant, et avec un certain sourire, je dirais que si vous avez des questions ou si vous souhaitez me contacter, j'ai une page sur Facebook où il n'y a rien de personnel. Facebook, ça peut être le pire, et je partage ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est un outil précieux. Vous savez, comme tous les outils, quel qu'il soit, ça peut être le meilleur et le pire. Donc, vous pouvez me trouver sur Facebook. Voilà. En attendant, je vous souhaite bon courage dans votre réflexion. Je terminerai simplement en disant que on ne sait pas grand-chose. La France est un pays sous-développé dans l'étude de la pédocriminalité. Si vous voulez lutter contre un phénomène criminel, il faut le connaître. Or, il n'y a pas d'études, quasiment pas d'études en France. Les études qui ont été faites dans le domaine, il faut aller les chercher en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis, où là, il y a des choses assez édifiantes. Mais en France, on répète à l'envi que avec les pédocriminels, on a tout essayé, rien ne marche. Ce n'est pas vrai. En France, on n'a rien essayé. Rien essayé. On devrait plutôt voir au niveau des solutions, des prises en charge des prédateurs, dont beaucoup ont été eux-mêmes victimes étant jeunes. Eh bien, on pourrait jeter un coup d'œil sur les différentes expérimentations qui sont faites au Canada. Moi, je ne suis pas à la recherche de modèles, mais en attendant, il faut, avec beaucoup de calme, un certain recul, être modeste et étudier ces phénomènes, y compris en évitant les généralisations, les théories globalisantes, mais sans se priver. Vous savez, on a parlé du complot, moi j'ai rien contre les complots, mais s'il y a un complot, qu'on m'apporte des preuves, voilà. Sinon, voilà. Donc, je dois partir, je m'en excuse, et éventuellement, je vous donne rendez-vous sur Facebook si vous le souhaitez. Oui, c'est le ministre de tous les juges pour enfants à travers la France. Alors je me présente, je suis Mireille Jean-Pierre sur le web, je prends mon nom
Je suis obligé de me déplacer tout le temps, des villes en ville. J'ai travaillé pour le RRR. Aujourd'hui, je suis dans Wanted Pédo et avec beaucoup d'autres associations et d'autres enquêteurs officiels que je ne vous citerai pas parce que voilà, c'est un peu dans l'eau. Si vous voulez me chercher, je suis sur Facebook, vous tapez Jean-Pierre Miralles sur Google, vous me trouvez. Vous aurez mon téléphone, mon adresse et tout. Bon, mon adresse, elle change trop souvent. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. Et forçons-nous pour la justice et pour nos enfants.